Azulf Laoul, en Sophie Soun, le de Yunyu, le mois de juin, le 14 juin, mois de juin de Dagour Mtaoul, Dagour Idamen, Dagour Bouid et Mouzen, Atassi, mais Dagour d'Arm Sirum, Dagour et Gilin, Asirum et Warfaq Veili. Et maintenant, la déclaration unilatérale d'indépendance qui est le sujet. Et la quarantaine de juin, il a la date, à 14 avril, à 25 juin, la dernière est le 18 ou 19. La nuit du 18 ou 19, un gars, il est revenu même. Donc, mes pensées vont à toutes les familles du martyr du printemps noir et وقالوا يغادي يسموا الثقبيليت دونك دا سميتي ياتنا دا سميتي ساكي دا شو دام دي من غينسن راه نسيو سواد مسافان سواد امينوس. Le 1er juin, le gouvernement kabyle en exil 2010 déroule. Le 5 juin, le MAC, donc c'est Karidjen, il y a un bourrekin Yuliou, Zagour Nusirum, Zagour Mtaoul, mais Zagour Sirum Daran, donc la Sirmaki, il va se faire la Sirmaki, il va هذه الأرنية ذقولة وننا ذقول النار وكنا نكمل من اللغتين في تيمون مرتقبين. Donc le sujet boissakin il est au Varrah. Timoun Sioun Guélis, donc la déclaration unilatérale d'indépendance. Les Tazouara, donc Harishaka Divro Rafsi, Amzouarou, les fondements juridiques, c'est-à-dire quels sont les arguments juridiques de droit international qu'on peut invoquer pour une éventuelle déclaration unilatérale d'indépendance, et les fondements politiques. Donc Harishouissine, le Massas Loyal de Msilaïl Filas, parce que non seulement il est observateur, mais il était acteur de la grande majorité des événements qui ont eu lieu les Small Sakbailis, les années 60, 70, 80, 90, 2000, à la 2021. Donc, il y a et ça, c'est la déclaration unilatérale d'indépendance. Donc, au nom du droit international, une entité territoriale ou des représentants d'un peuple font une déclaration qui n'est pas négociée ni en interne ni avec des préalables externes. C'est-à-dire, à négocier avec le droit international, l'État central dans l'État parent, l'État colonial algérien. Mais sur l'externe, il n'est pas demandé d'avoir des préalables, c'est-à-dire des soutiens d'État, pour faire la déclaration unilatérale. Cette déclaration, elle peut avoir donc plusieurs formes. Une forme formelle, donc elle est formalisée dans un document, une ordonnance, une déclaration écrite accompagnée d'arguments juridiques, politiques. Elle peut être publique, elle peut être les deux à la fois. D'accord ? Est-ce que la déclaration unilatérale est conforme au droit international ? Oui. La déclaration unilatérale d'indépendance, c'est un acte politique fondateur d'une nouvelle démarche stratégique qui va être menée par les organes d'orientation du mouvement, à leur tête, Monsieur le Président. Donc, il y aura certainement, si jamais, il y a la déclaration unilatérale comme annoncé avant cette fin d'année 2025. Donc il y a une phase préparatoire que nous avons déjà entamée depuis plusieurs mois. Ça a commencé au moment, donc en 2023, avec la charte de négociation. Donc on a sollicité, on a demandé à l'Algérie de se mettre à la table de négociation. Il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu la déclaration de la renaissance de l'État kabyle le 20 avril 2024 à 18h57. Et il y a eu un appel à la communauté internationale et à l'Algérie de se mettre encore une fois à la table des négociations, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là, avec l'ultimatum qui est donné jusqu'à la fin de 2025, et puis il y a eu aussi en janvier 2025, si je me rappelle bien, Monsieur le Président, il y a eu
un courrier sur le mémorandum, parce que je l'ai oublié, mais c'était déjà en 2017, le mémorandum sur l'autodétermination de la Kabylie. Il y a eu une lettre de rappel adressée directement lorsque Benjamin, qui est le représentant non permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité, donc il y a eu une nouvelle sollicitation. Qu'est-ce qui fonde la déclaration unilatérale d'indépendance sur le plan du droit international? Il y a ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies elle-même dans son article 1, alinéa 1 et 2, qui stipule que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Il y a eu, les pactes internationaux des droits civils et politiques, tout comme les pactes économiques et sociologiques et sociaux, pardon. Donc tous ces éléments-là permettent à un peuple qui est sous oppression de faire une déclaration unilatérale d'indépendance. Encore une fois, ce n'est pas une rupture symbolique, mais en tout cas, ça met fin à ce qu'ils appellent dans le droit international l'autodétermination en interne, c'est-à-dire une autonomie, c'est-à-dire une décentralisation du pouvoir. Dès lors que l'Algérie n'a pas répondu ni à la demande d'autonomie, donc voilà, la légitimité d'une telle déclaration, elle peut se fonder justement sur ces éléments factuels de toutes les démarches accomplies par le mouvement MAC depuis sa création aujourd'hui. Donc il y a eu tout un processus qui nous mène aujourd'hui vers une possibilité d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Que peut faire l'Algérie? Qu'est-ce qui peut empêcher la Kabylie de faire une déclaration unilatérale d'indépendance? On peut invoquer dans ce cas ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières ou un principe de droit international qui est connu, le type posséditas juris, c'est-à-dire vous allez posséder ce que vous avez possédé avant la colonisation. Donc à l'origine, ce principe de droit était surtout appliqué pour les pays qui sortaient de la colonisation pour éviter les conflits frontaliers. En l'occurrence, il a été adopté au Caire en 1964 par l'organisation africaine à ce moment-là, parce qu'il y avait un conflit de frontières entre l'Algérie et le Maroc. Simplement, comment contourner, parce que de toute façon, le droit à l'autodétermination est dans le droit international, l'autodétermination prime sur l'intangibilité des frontières dès lors qu'un peuple subit une oppression ou une violation de ses droits. Donc le droit à l'autodétermination prime sur l'intangibilité des frontières ou le principe de posséditas juris. Et encore, fait en Afrique de façon conjoncturelle, ce principe a été aussi validé par la Cour internationale de justice. Simplement, il y a eu une application à géométrie variable, puisque même en Afrique, il y a eu des pays qui ont pu sortir et qui ont eu un ticket de sortie de l'Érythrée ou Soudan. Ensuite, en regardant les autres déclarations unilatérales d'indépendance, sans les citer une par une, il y en a plusieurs, chacune est différente et particulière au peuple du Timor oriental, de Sud-Soudan, des pays baltes en 1991, la Lettonie, la Slovénie, la Croatie, tous les pays du bloc de l'ex-Yougoslavie. Et ils ont utilisé la déclaration unilatérale d'indépendance. Tous ces peuples-là, l'acceptation qui est faite de la DUI ou pas, elle se basait justement sur un des éléments ou plusieurs éléments qui fondent justement juridiquement la demande ou la déclaration unilatérale d'indépendance. Je peux vous en citer quelques-uns. Et on va vérifier si la Kabylie répond au moins à un ou plusieurs de ces éléments motivant une déclaration unilatérale d'indépendance. La violation des droits humains et des libertés fondamentales. C'est oui. Conflit ethnique ou culturel. Oui. Oppression coloniale ou post-coloniale. Injustice économique. Crimes et génocide. Crimes environnementaux graves. Eh bien, très bien. Donc, la Kabylie répond à tous les fondements
les éléments qui sont la déclaration des droits de l'homme. Bien sûr, je reviens sur parce que j'avais dit qu'il y a une phase de préparation qui était importante, c'était l'avis de la excusez-moi mon anglais, Brickcourt Chambers. C'est un peu ça. Là. Donc c'est un célèbre avocat, un éminent, un prestigieux cabinet. Oui, il y en a deux, qui a rendu justement un avis juridique sur l'autodétermination de la Kabylie. D'abord la question, est-ce que nous sommes un peuple? La deuxième question, est-ce que nous sommes c'est-à-dire que nous avons le droit, au terme droit international, d'accéder à notre autodétermination? Les réponses étaient oui, et c'est un document qui est documenté, pour certains qui ne l'ont pas lu encore, je vous invite à le lire, il se trouve sur toutes les plateformes et les organes de communication officiels du mouvement. Il fonde le droit, il l'argumente, il le montre des cas de jurisprudence et d'autres. Autre élément avant de passer la parole à M. le Président, parce qu'on va être bref plutôt pour vous écouter, hein, c'est ça l'objectif. Il y a une nouvelle doctrine jurisprudentielle, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce qu'on appelle l'autodétermination réparatrice ou l'autodétermination remède. Lorsqu'un peuple subit des violations graves des droits, qu'ils soient individuels ou collectifs, le droit international, du moins dans la doctrine nouvelle de jurisprudence nouvelle, on parle d'une autodétermination remède. Et pour la Kabylie, justement, c'est une autodétermination réparatrice d'une injustice historique que le président appelle l'accident de l'histoire. L'annexion de la Kabylie par la France coloniale à une entité administrative et sans signer aucun pacte ni aucun acte de reddition. Donc tout cela fonde juridiquement la déclaration unilatérale d'indépendance. Nous nous arrêterons parce que c'est important de fixer le cadre. Nous sommes en phase préparatoire. On arrivera à la phase de la déclaration elle-même, nous l'avons dit, elle sera de façon formelle et publique, ou les deux à la fois. D'accord? Mais la partie opérationnelle, c'est-à-dire le processus qui va découler de la déclaration unilatérale, il ne sera pas soumis à débat aujourd'hui, il fera l'objet d'une conférence ultérieure. Et d'autant plus que ça relève de la stratégie du mouvement et nous n'avons pas à parler de ça publiquement tant que rien n'a été fait. Je vous remercie pour l'écoute et je passe la parole au président. C'est bon. C'est bon. الزلف الأول سميت أكلمة اللام يمد تشور أخام نسيرم وثمنيليث نغتمنيليث نسيرم نكوني ذويدي ذنون نذنو ثيل اليوم نذنو إمال السثع تقبيلين يديث الدون نكالذي الحيف نكالذي منه أرسا ورعاد ونزوز ثنا فاكم تنبطل إذا غدين تنهر سفلنا عفايا نكال يوكل أسيف نمزلوي هذي يغلس الكنيس ثمود تقبيليث أتنفدي منيث قال لجناس يدوك في سناث وتسكراني وليو بلا ما نمكثال ونرى تجديد وذاك يغدين غف الثمنيم ياك ديسا بقبيلي ياك تقبيليث بلا ما نرى تجميلت يويدي لاندي الحبس نغوي دي سعدان الحبس
تجميل تبقات تمغنسين إلا دقنا خاص نفكايا السنة لو هي ذاك كان دي ثبني تنفع ونبغى هذو غانا الحبس نبغى غادي لين دي تيد اليوم ونقدشن أكد الزمن أفراني مان ذا زرف يتسنفكن هي الأغرف ذوك مضاد نكوني نتسلس ديكس نتسلسيث يثودرث يومضال نتسلسيث إلزاير تمهرسات يجيو نورك في تكسر الشين قريحان نغ الدبون نغ وين رجل Le droit à l'autodétermination est consacré, comme vient de le dire notre ami Hasnat Amrouani, par l'ensemble des textes du droit international et des institutions de l'ONU. Nous y souscrivons, comme nous souscrivons à l'ensemble du droit international en tant que nation kabyle. La Kabylie coche toutes les cases de l'indépendance et du droit à l'autodétermination. Il n'y en a pas un seul qui manque. Peut-être qu'il manquerait le contrôle militaire de la Kabylie, mais le contrôle militaire, nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des politiques, nous sommes des militaires. Nous sommes un mouvement de libération nationale de type nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, toutes les indépendances, hormis quelques-unes qui sont rares, ont été obtenues par la violence armée. Nous essayons d'innover, d'apporter à l'humanité une autre manière de faire, de ne pas choisir la solution de facilité qui en fait est la plus difficile, celle des armes et de l'effusion de sang. Il ne nous est pas difficile de faire comme tous les autres. Mais cela reviendrait à quoi? À faire plus de dégâts que la liberté à acquérir, et peut-être même à compromettre cette même liberté pour de longues années encore. Le premier des pays qui nous donne la leçon de la déclaration unilatérale d'indépendance, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont déclaré, et c'est pour ça que nous sommes là aussi, dans leur déclaration, ils ont dit, lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens qui l'ont attaché à un autre et de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit. Le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer des causes qu'il détermine à la séparation. Nous avons, à travers
déjà le mémorandum d'autodétermination déposé à l'ONU en septembre 2017 énumérait l'ensemble des causes qui déterminent notre droit et notre légitimité à nous séparer de l'Algérie. La plupart d'entre elles viennent d'être de nouveau reprises et redites par mon prédécesseur à cette intervention. Donc il n'y a aucune raison à ce que nous ne fassions pas de même, parce que les lois de la nature et du bon Dieu de la nature nous autorisent et nous fondent à proclamer notre indépendance. La Kabylie n'est pas l'Algérie. L'Algérie n'a rien à voir en Kabylie. La Kabylie n'est pas algérienne. La Kabylie est kabyle. Je ne le répéterai jamais assez. La Kabylie n'est pas en Algérie, la Kabylie est en Kabylie. Nous avons, dans notre démarche, en tant que Kabyles, été très patients. Souvenez-vous, dès 1963, la Kabylie avait pris les armes contre l'Algérie. Les conditions historiques dans lesquelles cette guerre avait eu lieu ne permettaient en aucune façon un avantage à la Kabylie. Il n'empêche qu'il est un acte fondateur, celui d'une Kabylie qui veut être elle-même et non pas qui subit la domination d'autrui. Que ce ne soit pas dit officiellement dans les textes de la déclaration du 29 septembre 1963 n'enlève en rien à la signification réelle de l'acte de rébellion de la Kabylie, seule contre tous, en 1963. Ce n'était pas une défaite, parce qu'il n'y avait pas égalité entre les partis. Mais le fait que, par la suite, le Kabyle qui a été le fer de lance du combat contre le colonialisme avec la France est devenu tout d'un coup l'ennemi intérieur qui fait qu'on le surveille comme du lait sur du feu. À partir des années 70, tout ce qui ne marche pas était de la faute des Kabyles, selon le gouvernement algérien et l'opinion qui lui est associée. La Kabylie est devenue le bouc émissaire de tous les maux qui existent en Algérie. Nous sommes traités de juifs, de sionistes, d'Oulad França, je ne sais, de mécréants. Tous les noms d'oiseaux nous ont été accolés. Le développement économique de la Kabylie a été saboté.
le développement culturel encore pire. L'Algérie a occasionné à la Kabylie plus de 60 ans de retard. Nous sommes déterminés à rattraper notre retard avec notre déclaration d'indépendance. Nous avons été patients et pragmatiques. Le MAC n'est pas mu par des carrières. Les militants du MAC, les militantes et les militants, ne sont pas mus par des carrières. On ne vient pas au MAC pour des postes ou des avantages. Quand on est militant du MAC, on ne s'attend qu'à recevoir des coups, qu'à faire des sacrifices, mais pas à être récompensé sur le plan matériel. Nous avons été patients pour d'abord reconstruire la conscience nationale kabyle, diluée ou flétrie un petit peu dans l'Algérie, dans laquelle les Kabyles essayaient de se faire une place respectable ou une place, du moins, de dignité. Cela a été payant. Petit à petit, le MAC est devenu la force fondamentale de la Kabylie. Je dirais même de l'écrasante majorité de la Kabylie. Malheureusement, vous savez comment on dit, selon la déclaration de Montevideo de 1936, qui a défini ce qu'est un État. Un État est un territoire, une population et une autorité. Nous avons un territoire incontestable. Nous avons une population admirable. Nous avons une autorité morale. Nous n'avons pas une autorité physique, mais nous avons le contrôle des cœurs ou l'adhésion des cœurs. Nous n'avons pas besoin de mettre des policiers devant des Kabyles pour adhérer à l'idée d'indépendance de la Kabylie. Contrairement à ce que fait le régime colonial. Maintenant, il faut que, à chaque fête scolaire, qu'on ramène des gendarmes pour encadrer des élèves de peur que des enfants de 6-7 ans ne brandissent le drapeau kabyle ou ne disent « moi je suis kabyle ». Je me souviens, quand j'étais encore jeune, dans les années 70, il y avait un interlycée, c'est juste une anecdote parmi d'autres, il y avait un interlycée, c'était des questions-réponses, et chaque région, chaque wilaya d'Algérie, puisqu'on ne parlait pas de région, on parle de wilaya, quand il y avait Tizi Ouzou qui était en compétition avec une autre région, le wali en personne assistait pour empêcher qu'il y ait une chanson qui puisse parler de kabyle. À quel point l'Algérie est traumatisée, obsédée, traumatisée par l'existence d'une Kabylie. Puisque l'Algérie est si traumatisée que cela. Pourquoi ne pas mettre un terme à ce traumatisme? C'est la solution de logique, de raison. Sachant que tant que la Kabylie est là, tant que les Kabyles sont là, conscients de leur identité, et ce n'est pas à 12 millions de Kabyles qu'on va faire oublier leur identité, l'Algérie ne sera jamais stable tant que la Kabylie est là.
à l'intérieur. Nous avons été patients, donc tout en demandant l'autonomie pour la reconstruction de la conscience nationale kabyle, nous avons, en 2008, c'était le 7 mai 2008, été à la poste d'Edkar. On a choisi ce lieu symboliquement parce qu'il est au cœur de la Kabylie et nous avons envoyé une lettre recommandée à l'ensemble des instances et non pas des responsables algériens. Nous l'avions envoyé à la présidence, au Parlement, au Sénat, au Conseil constitutionnel et au gouvernement pour, à l'époque, demander une simple autonomie régionale. Sincèrement, nous ne nous faisions aucune illusion quant à une éventuelle réponse de leur part. Nous savions dès le départ qu'il n'y allait pas y avoir de réponse. Sauf que nous, dans notre démarche, chaque action en appelle une autre. Et après avoir envoyé cette lettre à titre officiel avec accusé de réception faite, donc nous avons des accusés d'envoi, en tous les cas, à l'ensemble de ces institutions. Au bout de 2 ans, 1 an et 8 mois, j'ai fait remettre en main propre une lettre d'ultimatum à l'ambassade d'Algérie à Bruxelles pour leur dire que d'ici le 20 avril, s'il n'y a pas de réponse de votre part, nous mettrons sur pied un gouvernement provisoire kabyle. Bien entendu, ils croyaient que c'était du bluff. Et le 20 avril, suite à notre appel, a eu une déferlante humaine dans les marches organisées, aussi bien en Kabylie que ici en France. Nous avons été légitimés par la mobilisation populaire pour mettre sur pied le gouvernement provisoire kabyle, qui est aujourd'hui devenu le gouvernement kabyle en exil. Il n'est plus provisoire. Et, juste pour sourire un peu, le jour où j'ai fait la déclaration de 21 avril 2010, j'ai fait une déclaration publique en disant que nous allons mettre sur pied le gouvernement kabyle. Et le 1er juin, ça a été acté. Et on m'a raconté que dans les messes des officiers, ils étaient tous branchés sur la télévision algérienne et autres pour dire, pour regarder l'événement et dire, derrière le khabith, oh, le khabith de l'Othnier, monsieur le Président. Ils croyaient que nous faisions dans le bluff toujours. Non, nous n'avons jamais bluffé. Personnellement, je ne suis pas un complotiste. Je ne suis pas naïf, bien sûr. Mais je ne fais pas. Je ne tends pas traquenard à qui que ce soit. Si la Kabylie était indépendante et que
en tant qu'homme politique, je voudrais me présenter à une élection, peut-être que mais quand on a le souci de libérer un peuple, tout mensonge, tout manquement à la rectitude morale et à la parole est sanctionné par un échec de la cause elle-même. Je n'ai pas le droit à mentir ni à faire dans des subterfuges ou dans, excusez-moi l'expression, l'arnaque politique. Nous sommes là pour libérer un peuple et c'est une noble cause, une énorme entreprise, un défi immense que nous devons relever tous avec dignité, avec vous. C'est vous qui êtes cette dignité et qui faites cette chose. Après avoir mis sur pied le gouvernement kabyle, il était évident que pragmatiquement, nécessaire de ne plus se réclamer d'autonomie. Il n'y a jamais eu, à travers le monde et dans l'histoire des peuples, un gouvernement provisoire qui soit créé pour une autonomie. Donc, il fallait rompre avec l'autonomie. J'ai pris les devants en 2011, 2011 pour dire que je suis dans mon rôle d'aller de l'avant et de proposer autre chose. Donc je propose au MAC et à la Kabylie de passer de l'autonomie à l'autodétermination. Il y a eu quelques défections dans les rangs du MAC parce qu'on passait de l'autonomie à l'autodétermination. Mais en tout état de cause, je n'ai jamais forcé la main à qui que ce soit. Et ce n'est que 2 ans plus tard, en novembre 2013, qu'au village d'Ed Hamdoun, le Conseil national du MAC s'était réuni et a adopté pour de bon le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Suite à cela, des perturbations, bien sûr, une telle poussée, un tel changement ne pouvait pas ne pas produire des étincelles. Il y a eu de la déstabilisation interne que nous avons magnifiquement contraint, et ce grâce à des militantes et des militants de génie, et je salue pour cela Madame Rachida Heider, qui a été à la hauteur de la cause et de la tâche publique. Ensuite, voyons que le MAC prenait de l'importance d'année en année. Il y a eu le Hirak qui a, au départ, été conçu juste pour la chute de Bouteflika, pour qu'il n'y ait pas de 5e mandat, alors qu'il était grabataire. Mais les stratèges des clans au pouvoir ont trouvé ça une occasion formidable pour faire croire aux Kabyles qu'il pouvait y avoir un changement en Algérie. Il y en a même qui ont écrit le miracle algérien.
l'année d'après, écrire le mirage algérien. Pour vous montrer la texture du hirakisme. Hein? On flotte. Mais dès le départ, le MAC a averti sur le fait que le Hirak allait déboucher soit sur la guerre civile, le chaos, soit sur une dictature. Eh bien, nous avons eu les deux, pratiquement. Il n'y a que ce qui est construit sur du solide qui dure. Tous sont partis. Il y avait l'Arrache, il y avait le FFS, il y avait le RCD, il y avait le Hirak. Il n'y a que le MAC qui reste. Parce qu'il a une démarche, une projection d'avenir, du pragmatisme, il avance au fur et à mesure de la société. Il fait mûrir les consciences, les conditions et avance avec le peuple kabyle. Quand nous avons déposé le mémorandum auprès de l'ONU, il était évident que nous allions passer à une autre étape, celle de la renaissance de l'État kabyle. Il a été acté avec brio devant le siège de l'ONU le 20 avril 2024. Et sur place, nous avions annoncé que d'ici une année, nous allions faire la proclamation, faire la déclaration unilatérale d'indépendance si c'est soumis à des conditions, à des préalables. L'Algérie ne libérait pas l'ensemble des prisonniers, n'abrogeait pas l'article criminel et scélérat du code pénal, qui est l'article 87 bis, comment il l'appelle en arabe? Par lequel c'est le ministre algérien de l'information qu'il dit, par lequel on a signé 40% des Algériens à l'interdiction de quitter le territoire. Comment voudriez-vous que nous, Kabyles, nous acceptions de rester dans un pays pareil? Un pays où nous sommes complètement réprimés, ignorés, pas ignorés, violentés, et nous sommes spoliés de nos richesses. Personnellement, je vous le dis, j'enrage de mon impuissance de ne pouvoir intervenir sur le cas de Talla Hamza. Toute la ville de Bguaït, toute la région de Bguaït va être rasée pour l'exploitation du minerai. Et on veut nous faire croire qu'il y aura des postes de travail pour une certaine catégorie de gens. Non. Tuer une ville de prestige qui est l'un des phares de la connaissance et de l'histoire médiévale, de la Méditerranée, je dirais de l'humanité, pour quelques terres rares, ou du plomb ou du zinc, est une insulte à la dignité humaine, à notre histoire, à notre identité, à notre nation, à notre peuple. Il est hors de question d'accepter cela. J'appelle d'ailleurs les populations
concernés par l'expropriation à ne jamais accepter, quel que soit le prix qu'on vous donne, de signer, de ne jamais signer l'acceptation de l'expropriation. Normalement, ce sont les élus auxquels incombe le devoir de consulter les populations. Ils n'ont pas à se coucher comme des toutous devant un pouvoir qui ne recule devant rien et qui n'a aucun scrupule par rapport aux conditions humaines et à la valeur de ce qu'est une terre. Chez les Kabyles, il n'y a pas plus sacré que la terre. Nous ne vendons jamais notre terre. Nous préférons la partager en petites parcelles, en petits morceaux, plutôt que de la vendre. Et on veut nous expulser de chez nous. Alors, toutes ces conditions ont fait que le pouvoir algérien, paniqué, ne sachant pas comment gérer la question kabyle, se met à la répression. Mais la répression n'a jamais rien réglé. Un problème politique a besoin de solutions politiques. La répression ne réglera jamais rien. Et on s'est mis à mettre des gens en prison, à les torturer, parce qu'ils sont du MAC. Hier encore, avant-hier, nous avons Mustafa Akouch, qui a été violenté, torturé au commissariat central de Vgaïs par des agents venus d'Alger. Parce que ceux du local, du CRU, ne voulaient pas commettre. Ce sont des Kabyles comme Mustafa. Ils ne voulaient pas commettre un acte aussi déshumanisant. Avec donc tout ce qui se passe pour nous, contre nous, nous sommes fondés à faire notre déclaration unilatérale d'indépendance. Je réitère les conditions du fait de différer, les conditions pour différer la proclamation unilatérale d'indépendance. Libération de tous les prisonniers politiques kabyles, et même indemnisation de tous ceux. Ça, c'est une autre condition. Mais déjà, dans un premier temps, c'est d'abord la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Il n'y aura aucune négociation avec le pouvoir algérien s'il n'y a pas de libération des prisonniers. Deuxièmement, nous avons exigé que l'article 87 bis soit retiré. Une fois qu'il est retiré, il faut en venir à entamer des négociations. Et j'ai vu quelques renégats, je dirais même un peu zinzin, pour croire que le pouvoir algérien va tracter avec eux pour donner quoi que ce soit à la Kabylie. Le pouvoir ne donne qu'à celui qui impose un rapport de force. Et celui qui impose le rapport de force, ce n'est personne en dehors du MAC. Et dans ce cadre-là, je ne suis pas un dictateur. Que celui qui croit que je suis un dictateur vienne me prouver le contraire. Il y a eu débat à l'intérieur du MAC, il y a eu débat à l'intérieur du Parlement kabyle,
et il y a eu adoption d'une plateforme de négociation qui fixe les conditions rigoureuses d'une négociation avec les autorités algériennes, les autorités coloniales. Personne n'a le droit de déroger, à commencer par moi-même, aux règles fixées par la plateforme de négociation. Que ce soit clair, il n'y aura aucune entourloupe sur cette affaire. Nous ne sommes pas l'Arrache. Nous ne sommes pas les partis politiques qui négocient des postes de députés. Nous sommes un mouvement qui cherche à libérer une nation. Comme pour la proclamation de la renaissance de l'État kabyle, nous passerons aussi par un débat interne et par une consultation parlementaire pour fixer la déclaration unilatérale d'indépendance. Une fois qu'elle est faite, une fois qu'elle sera faite, il n'y aura plus de retour en arrière. Ça va être stipulé dans la loi qui fixe la déclaration unilatérale d'indépendance. Personne n'aura le droit en Kabylie de revenir sur cette déclaration. Pour autant, nous sommes le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce n'est pas parce que nous proclamons notre indépendance de manière unilatérale que, pour autant, le droit à l'autodétermination soit abandonné. Non. La consultation référendaire est toujours nécessaire pour confirmer la déclaration unilatérale d'indépendance. Nous sommes des démocrates, nous sommes attachés aux valeurs de liberté, de dignité, de respect des droits humains et de la personne humaine, et donc nous œuvrons à ce que la Kabylie avance la tête à haute pour trôner à son siège parmi les nations qui décident pour elles-mêmes et pour l'avenir de la Terre. Nous sommes là pour construire une humanité fraternelle, une humanité respectueuse de chaque peuple, de chaque identité, de chaque langue, de chaque genre, de chaque religion, de chaque croyance. Et la Kabylie initiera ou servira de phare moral et politique au monde entier. Nous venons de faire d'avoir une trajectoire élogieuse en elle-même par notre démarche de pacifisme et par notre pragmatisme. Nous souhaiterions que tous les peuples qui sont, comme nous, confrontés à une colonisation interne, à un nouveau colonialisme, après le colonialisme occidental, de ne pas recourir à la violence pour avancer avec nous vers un monde meilleur. D'ailleurs, je salue pour cela la déclaration des Kurdes de renoncer pour de bon à la violence armée et de construire pour arracher par la non-violence et par la politique ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les armes. Il est vrai que aux militants et aux sympathisants, nous demandons toujours plus d'efforts. Oui, la situation l'exige. La solidarité avec nos prisonniers est un devoir sacré. Notre engagement pour l'indépendance de la Kabylie est encore plus sacré.
nous devons faire en sorte que nos rangs grandissent et soient plus solidaires pour avancer tous ensemble. J'appelle l'ensemble des courants politiques kabyles à prendre langue avec nous. Nous sommes là pour aller ensemble vers la déclaration unilatérale d'indépendance. Nous avons besoin de tous ceux qui sont amoureux d'une Kabylie libre et indépendante ou d'une Kabylie respectée, digne et assurée. Notre main au pouvoir colonial pour une solution négociée reste tendue. Ce n'est pas en essayant, comme ils le croient, ils nous l'ont dit, leur problème c'est comment isoler Farhat Mani. Mais Farhat Mani, on va l'isoler. Mais il y aura un autre qui prendra la défense de Farhat Mani. Farhat Mani n'est pas le problème. Moi, je peux m'éclipser du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. De toute façon, il y a une limite biologique que je ne peux même pas surmonter personnellement. Mais la Kabylie sera toujours là. Le peuple kabyle sera toujours là. La nation kabyle sera toujours là, à avancer. Donc, notre main reste tendue. Ce n'est pas avec des pecnos qui ont perdu la maîtrise de leurs nerfs et de leur conduite pour leur faire signer, contraint et forcé, ou peut-être contraint et consentant, je n'en sais rien, des déclarations comme quoi ils sont attachés à l'Algérie. Je m'en fous qu'ils parlent, qu'ils dénoncent le MAC, mais qu'ils se renient eux-mêmes pour devenir algériens, c'est vraiment renoncer à ses ancêtres, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents. Ce n'est pas là de Taqbaylis. Taqbaylis impose que un qadar, ويدير ديجان انقدر اينك اذا منك يغلب في لنا انقدر إزمال انقدر ازلا يغد جاني مزورا ويد في فرسا ثم التقبيليس qu'on ne tente pas de l'isoler, ce n'est pas une question de personne comme l'avait dit Ben Chikou, Mohamed Ben Chikou en son temps. Non, la question n'est pas celle d'un homme, mais celle d'un peuple, d'une nation. C'est une question nationale qui se pose à l'Algérie avec la Kabylie. Il y a eu annexion de la Kabylie, comme l'a dit Hassan Abdelrahim, il n'y a eu aucun acte de reddition signé par les Kabyles. Il n'y a eu aucun acte de reconnaissance de l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française. Donc, il n'y a rien qui légitime que nous soyons à l'intérieur de l'Algérie. D'autant plus que, depuis 2001, il n'y a jamais eu d'élection législative ou présidentielle en Kabylie. Et encore moins un référendaire. La Kabylie s'est détachée symboliquement de l'ensemble des institutions algériennes. À ce jour, le colonialisme n'arrive pas à trouver remède, à trouver une parade à cela. Il n'y en a pas. La Kabylie, le cœur de la Kabylie est pour son indépendance. Le cœur de la Kabylie est pour sa dignité, pour le respect de ce qu'elle est, pour exister en tant que nation
à travers le monde. Ce n'est absolument pas par de tels subterfuges, et quel que soit, par ailleurs, le nombre d'officiers qu'on compte d'origine kabyle. Je crois que parmi eux, il y a sûrement tous ceux qui travaillent au moins à un statut particulier de la Kabylie. Mais ils n'auront de force à imposer quoi que ce soit qu'avec l'existence du MAC. Sans le MAC, ils ne peuvent rien faire. Et nous leur disons que nous n'avons pas besoin d'un statut particulier. Nous voulons être nous-mêmes, être indépendants, libres comme le vent. Chers amis, la déclaration unilatérale d'indépendance aura lieu bientôt. Pour donner aux autorités algériennes un temps de réflexion encore et de contact, d'étude de la situation, de révision de leur attitude, nous prolongeons cette proclamation jusqu'à avant la fin de l'année. D'ici décembre, en décembre au plus tard, nous ferons la déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie. Et à partir de là, ce sera une nouvelle page de notre histoire, une nouvelle démarche et une nouvelle situation, un état de fait sur lequel aucun retour en arrière ne sera possible. Je vous remercie infiniment. Il m'a dit, posez cette question, avec qui vous allez négocier, sachant que l'Algérie n'a pas de gouvernement tel qu'on l'entend, mais plutôt des clans. Voilà sa question. Je vous remercie. On a parlé. Oui, je peux lui répondre à cette question. Bon. Écoutez, il y a une ossature étatique au sommet de laquelle des clans s'entre-déchirent. Le problème n'est pas là. C'est que une négociation doit être conforme à la plateforme que nous avons adoptée. Et c'est bien annoncé à l'intérieur que c'est un représentant officiel du président de la République ou le ministère de l'Intérieur qui négocie avec l'IMAC. Nous sommes dans des institutions politiques et non pas dans les clans militaires qui se disputent le pouvoir. Cela ne nous regarde pas. L'essentiel est qu'il y ait un document signé par des officiels algériens reconnaissant la nécessité d'un référendum d'autodétermination du peuple kabyle. On s'arrête là pour le moment. Toute négociation doit se faire avec un représentant légitime. Si, par la suite,
C'est probablement comme ça s'est passé avec le FFS en 1963, 65 notamment. Un clan fait un coup d'État à celui qui a signé une déclaration, il n'empêche que nous avons un document historique entre nos mains par lequel l'Algérie officielle reconnaît l'indépendance de la Kabylie. Les lieux de clan ne nous regardent pas, ça regarde eux-mêmes à l'intérieur de l'institution. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être des vis-à-vis avec des représentants officiels de l'Algérie. Les questions de représentativité, nous l'avons réglée à travers la plateforme de négociation et on l'a vu effectivement avec le FFS, Sil Hafid commençait à négocier avec Cherif Belkacem, qui représentait Boumedienne en son temps. Et à 2 jours, après 3 jours de la signature, il n'y a pas eu de signature, il y a eu entente entre Cherif Belkacem, représentant de Boumedienne, de Bembela à l'époque, et Sil Hafid, représentant du FFS, mais il n'y a pas eu de document signé. 3 jours plus tard, Bembela est renversé par Boumedienne et l'accord était tombé en panne. Donc, ça pourrait être la même chose pour nous. Mais sauf que, cette fois-ci, il y a un gouvernement kabyle qui négocie. Il y a un projet kabyle d'indépendance. Il y a une nation qui attend derrière. Donc, qu'il se fasse des coups d'État entre eux ne nous regarde pas. Vis-à-vis du droit international, une fois ce document est signé, nous le tenons pour le reste de nos jours, pour la fin de l'histoire. Nous sommes là avec un document officiel reconnaissant l'indépendance de la Kabylie. Un porte-clés celui qui sera dit. Il y a beaucoup de personnes qui se posent justement cette question face à un pouvoir complètement fou, à un pouvoir belliqueux. La déclaration unilatérale de l'indépendance, qui est complètement un acte politique et démocratique, sera perçue par ce pouvoir comme une déclaration de guerre. Quels seront donc les outils ou sur quoi on pourrait s'appuyer pour contrecarrer ça? Parce que voilà, nous n'arrêtons pas de le dire, nous sommes les garants d'un combat pacifique et nous faisons tout pour rester dans ce combat pacifique. Une grande guerre que la mise sur pied du gouvernement kabyle en exil, c'est déjà un acte grave en soi. Il ne peut pas y avoir plus grave que cela. Dès lors que le gouvernement kabyle est en place, il est tout à fait logique qu'on aboutisse à une déclaration d'indépendance. La guerre, il est en train de nous la faire physiquement, en brûlant la Kabylie, en torturant, en mettant les gens en prison de manière injustifiée. On ne peut pas avoir pire que ça. Le prix à payer, nous l'avons déjà payé. Donc, il n'y aura pas plus grave que ce que nous vivons, sincèrement. Unilatéral, tel que défini dans le droit international, c'est un acte politique qui est fondateur d'une démarche pacifique. D'ailleurs, on en demande pour les peuples qui en font la déclaration unilatérale d'indépendance d'être dans l'acte politique, mais pas dans la violence. Donc c'est un acte de non-violence par excellence. Et ensuite, nous avons beaucoup d'exemples de déclarations unilatérales d'indépendance qui se sont faites dans le calme. Parce qu'on essaie de nous faire croire que la déclaration unilatérale est souvent la résultante d'un conflit violent, mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour les pays baltes.
Ce n'est pas le cas pour la Slovénie. Ou d'ailleurs, chez certains de ces peuples, lors de la déclaration unilatérale d'indépendance, la reconnaissance internationale s'est faite connaître rapidement. Ils n'ont même pas eu besoin de confirmer par un référendum d'autodétermination. Donc notre question, il est éminemment politique, mais aussi démocratique, puisque, disons, combien même la déclaration unilatérale reconnaît ou connaît une reconnaissance des États, donc ce qui va faire son effectivité, nous allons quand même donner la parole au peuple kabyle pour s'exprimer et pour en dire ce qu'il en veut à travers un référendum d'autodétermination. Donc voici ce que je peux répondre sur la question. Merci. Je peux ajouter un mot. Quelle guerre? Pour faire une guerre, il faut être deux. Nous refusons la guerre. Une déclaration de l'indépendance, c'est formidable. Parce que ça va nous permettre d'exister. Il y a le problème de la reconnaissance internationale. Et alors, la reconnaissance internationale, telle que je connais, comme mon père le disait, Madame la France, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que on a connu une France, enfin nos parents, ils ont connu une France pro-arabe, l'arabisation de la Kabylie et de l'Algérie, c'est la France, avec les bureaux militaires et ceux orientaux qu'elle a pris avec elle. Et cette politique pro-arabe, elle est aussi soutenue par la Ligue arabe. Et croyez-moi, des discussions que je mène comme ça, d'une façon inconnue, les Arabes, je me permets de dire ça, les Arabes orientaux, malgré qu'il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord, c'est des arabisés, mais ils sont pires que les Arabes orientaux. Ils sont très contents que l'Algérie dépense de l'argent pour arabiser les peuples anciens. Alors, la gouvernance telle qu'elle s'effectue actuellement au point de vue international, les anciennes colonies, elles sont très contentes. Elles sont très contentes. La situation actuelle, ils ont laissé leur apprenti, comme en Algérie. Ils ont laissé leur apprenti. Alors, la question directe, comment voyez-vous les relations internationales avec la Kabylie, c'est-à-dire que la reconnaissance qui est très importante au point de vue international. Comment vous voyez ça? Voilà. La reconnaissance internationale de la Kabylie par les autres pays. Et juste une petite chose, je tiens à dire, moi qui vis en Allemagne, que l'Union européenne ne fait rien sans la France. Hein, nous contactons des institutions allemandes, on nous répond, ça c'est une question française. Hein, ça, l'Algérie, c'est où la Kabylie? La Kabylie, c'est en Afrique du Nord, mais on ne connaît pas ce pays. Ah, c'est en Algérie. Ah non, ça concerne la France. Merci. Par rapport au monde occidental, il y a une convention tacite selon laquelle tout ce qui concerne les anciennes colonies relève de leur tutelle coloniale. C'est-à-dire que pour la question kabyle, comme c'est l'Algérie française, donc c'est la France qui a la primauté pour exprimer son avis, pour que l'Union européenne puisse, le monde occidental, pas que l'Union européenne, puisse accepter un avis favorable. Nous l'avons compris depuis longtemps et nous travaillons, surtout ces derniers temps, à faire justement casser un peu toutes les barrières qui sont dressées devant l'avènement d'une Kabylie indépendante. Nous travaillons. Et la conjoncture actuelle est vraiment favorable
à la Kabylie et l'affaire Boualem Sansal, plus les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, montrent suffisamment la nécessité pour la France de revoir son ancienne copie coloniale et de faire en sorte que la Kabylie soit vue non pas comme un danger pour la France, mais comme une chance. Et là, je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent à comprendre, et d'ailleurs des sénateurs, des élus sont en train de prendre position un à un, de manière favorable à l'indépendance de la Kabylie. Concernant les pays arabes, je le répète, longtemps, nous avons été manipulés par l'Algérie contre les pays arabes, en croyant que sa politique anti-kabyle, sa politique de dépersonnalisation à travers la langue arabe, était dirigée et soutenue par les pays arabes. Ce n'est absolument pas vrai. La Ligue arabe traite des problèmes arabes. Elle ne traite pas de la question de l'arabisation. Elle traite des intérêts géopolitiques et stratégiques entre les différents pays arabes. Nous avons été manipulés par l'Algérie au point de croire que ce n'était pas elle la responsable de cette politique, mais le monde arabe. Ce n'est pas vrai. L'Algérie a commis un crime contre l'identité et la langue arabe en les imposant en tant que référent identitaire linguistique à un peuple dont ils ne sont pas les siens. L'Algérie doit être exclue de la Ligue arabe pour crime commis contre l'identité et la langue arabe. Pour le reste, je pense que notre diplomatie a besoin de moyens aussi pour avancer. Et nous avons, de toute façon, grâce au MAC, posé la question kabyle et du droit d'autodétermination de la Kabylie à travers les instances onusiennes. Et on ne remerciera jamais assez le Maroc d'avoir été celui qui a porté cette question, même si ça travaille ses intérêts, bien entendu. En politique internationale, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de charité. On ne prend position et on ne défend quelque chose que parce que ça travaille nos intérêts. Et l'en est de même pour nous. Donc, que nos intérêts convergent avec ceux des autres pays est nécessaire, voire même c'est notre devoir de faire converger les intérêts de ces pays avec les nôtres, avec l'émergence d'une Kabylie indépendante. Nous y travaillons. J'espère que nous ne tarderons pas à avoir des reconnaissances. En tous les cas, comme nous l'avions fait pour la déclaration, la proclamation de la renaissance de l'État kabyle, nous allons aussi informer l'ensemble de la communauté internationale de la déclaration unilatérale d'indépendance avant qu'elle ne survienne. Juste, j'ai à rajouter un petit mot sur la question. Il ne vous est pas étranger, et c'est pas caché que le mondialisme, comme le disent les experts, il arrive au bout du souffle. Donc les pays devraient se réinventer, d'autant plus qu'on a connu ces 20 dernières années avec la crise des subprimes jusqu'à la crise sanitaire, donc la Covid. Il y a quand même un repli vers un État protecteur. Il se trouve que les peuples n'ont pas un État qui les protège, et c'est le cas du peuple kabyle, et on l'avait vu pendant la crise de Covid. On nous a fait une crise plutôt d'oxygène, donc on a privé les Kabyles d'oxygène, on a interdit à ce que la communauté établie à l'étranger, la diaspora, les aide,
Et juste derrière, on a eu les incendies criminels 2021. Donc le monde se dirige vers un plus d'État, mais un État protecteur qui représente les peuples. Donc c'est une tendance, tous les peuples auront besoin d'un État qui les protège, parce qu'on avait vu quand même la France et l'Allemagne se chamailler pour les masques sur les aéroports à Shanghai et ailleurs. Même l'Union européenne s'est retrouvée chacun pour soi, parce que c'est très important de protéger d'abord le peuple. Donc la préférence nationale, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou la protection de son peuple, donc un État qui représente le peuple. On peut prendre d'autres questions. Il y a quelques années en arrière, dans quelques décennies, la Turquie, un pays asiatique, d'Asie mineure, moyen-oriental, ayant des frontières communes avec la Syrie et l'Irak, avait osé de faire une demande d'adhésion à l'Union européenne. Les décideurs européens de l'époque, ils ont refusé catégoriquement. Ils ont jugé que le mode de vie de la société turque était incompatible avec le mode de vie des sociétés occidentales. Dans une précédente conférence, celle de 15 heures, je me rappelle, ils ont parlé des similitudes entre la Kabylie et la Suisse. Il y avait beaucoup de points de similitude. On se ressemble beaucoup, que ce soit par le relief, le mode de vie, la société, le Tijmoua, les cantons suisses et tout. Beaucoup de similitudes. Moi, je rajouterais encore d'autres similitudes avec d'autres peuples nord-africains qui font partie de l'Union européenne. Je vais citer les provinces espagnoles d'Afrique du Nord. Ceuta, Melilla, c'est des rifins, c'est la même famille que nous. Ils sont bien intégrés dans la société espagnole et par conséquent européenne. Je rajouterai aussi nos amis Guanche, des îles Canaries, ils font partie de l'Espagne et de l'Europe. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la future Kabylie indépendante pourra tenter de faire une demande d'adhésion à l'Union européenne? Et si c'est accordé, nous laisserons derrière nous laisserons volontiers le fameux Maghreb arabe à ceux qui le veulent. Tout le monde. il y a deux réponses. D'abord, اللي قالنا اسماء الهلال قلت السيستم سميتها القاسم. مرض السدد غنخدم هذا البارح سيونيديس ستيمون برتقبيليز سين داسون انبدو اسوثان يوكل تشيكيو ذي ذوك اليوم من l'Europe. D'ailleurs, l'Union européenne est tout à fait en mesure d'accepter la Kabylie, puisque, dans ces instances, puisqu'il a déjà fait, par exemple, pour l'Union européenne de football, Israël fait partie de l'Union européenne, donc la Kabylie pourrait aussi demander son adhésion à l'UEFA. Hein, et en tant que pays méditerranéen, il y a aussi l'Union pour la Méditerranée. Quand elle a été instituée par Sarkozy, je lui avais envoyé une lettre pour dire, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de faire comme l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, où c'est un syndicat d'État et non pas une fédération de peuples. Donc, l'Union pour la Méditerranée, nous sommes aussi partie prenante pour y adhérer. Et nous adhérons à toutes les organisations africaines, eurasiennes, voilà, américaines,
nous adhérons à toutes les organisations dans lesquelles la défense des intérêts du peuple kabyle et de la Kabylie est vitale. Merci. C'est juste par rapport à la déclaration unilatérale pour l'indépendance. Moi, je crois que c'est une entreprise un petit peu cruciale, difficile, parce qu'on sera confronté à une réalité très importante en fait. Mais tout de même, c'est pas quelque chose d'impossible. Vu les lois internationales, vu qu'est-ce qui se passe, l'évolution de la loi internationale depuis les recommandations du président Wilson après la Deuxième Guerre mondiale, à savoir la loi des peuples à disposition d'eux-mêmes, et cette loi-là qui a été évoluée en fait à travers les instances internationales. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de chercheurs, de penseurs, etc., qui parlent, qui mettent en avant le droit du peuple à s'autogouverner, à proclamer leur propre indépendance et aux communautés internationales d'assurer la sécurité de ces peuples autoproclamés, de ces peuples, de ces indépendances autoproclamées. C'est pour cela je crois qu'on doit être un petit peu plus clair par rapport à ce sujet. C'est parce qu'il y a tout un accompagnement juridique qui doit accompagner cette déclaration. Il faut des grands spécialistes de cette question, notamment des avocats, le cas par exemple de l'Arménien qu'on connaît, etc. Sinon, pour moi, une déclaration symbolique sans impact sur le plan international, ça relève un petit peu de fil d'annonce. C'est pour cela, moi, je reste persuadé qu'on voit la seule, peut-être, que peut nous accompagner dans cette démarche, c'est d'organiser autour de nous, et notamment le contexte, je rejoins ce qui a dit le président, c'est vrai que le contexte est favorable à nous. C'est parce que maintenant, la question kabyle, elle est aux lèvres de tous les politiques, notamment ici en France, ou bien au Canada, ou bien en Angleterre, ou bien aux États-Unis, etc. C'est quelque chose qui est propice pour nous, en fait, pour l'avancement de notre cause. Mais ça reste conditionné de notre engagement à engager des vrais spécialistes de cette question, et notamment des avocats, des grands cabinets d'avocats internationaux qui vont nous accompagner. Voilà la question. Une question. Oui. Je voudrais juste ajouter un mot pour la fin. Excusez-nous si on arrête le débat parce que les questions sont pratiquement toutes posées. C'est quoi une déclaration unilatérale d'indépendance? C'est un acte fondateur d'une souveraineté nationale qui se libère d'une tutelle coloniale, d'une tutelle, en tous les cas politique, dont un peuple ne veut plus dépendre. C'est un acte fondateur, c'est un acte de naissance d'une nation. Je dirais pour la Kabylie que ce n'est pas un acte de naissance, mais de renaissance. Voilà. Merci.